bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur les régimes de retraite sur le continent, avec notre dossier du jour qui sera consacré au débat sur l'âge de départ à la retraite. Au programme de cette émission également, le Forum Paix et Sécurité de Dakar a pris fin. Experts et acteurs politiques se sont penchés sur la question de l'extrémisme religieux. Et Dominique Ongwen, premier ex-enfant soldat à être jugé à la Cour pénale internationale. Il a été membre de l'armée de résistance du Seigneur, une milice ougandaise. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Jean-Paul Oro, vous êtes journaliste, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Et avec nous également notre éditorialiste Jean-Marie Bito. Bienvenue Jean-Marie. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite l'actualité du jour. Le Forum Paix et Sécurité de Dakar s'est clôturé ce mardi 5 décembre. Après 2 jours de débat, une rencontre qui a réuni près de 500 participants, experts et acteurs politiques. Les échanges ont permis de dégager un consensus sur une approche globale du terrorisme. Reportage de Wendiam Valentin Compaoré. Fin du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Mutualisation des forces de défense et de sécurité, le partage d'expériences mais aussi d'informations, la formation, l'équipement des armées. Voici entre autres les conclusions issues de cette 3e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité tenue les 5 et 6 décembre 2016. Ces conclusions ont pour ambition de venir à bout des groupes terroristes. Et pour le Sénégal, pays hôte, l'urgence réside dans l'éducation des populations pour contrer l'extrémisme dans son aspect doctrinal. Malgré les divergences dans le monde musulman, puisque nous savons que c'est un monde divisé en groupes, en sunnites, en chiites, et au sein de chaque groupe, il y a des sous-groupes et des sous-groupes de sous-groupes, mais la réponse contre le radicalisme doit quand même être bien adressée pour tous ceux qui veulent lutter contre le radicalisme qui n'a rien à voir avec l'islam. En tout cas, l'islam que nous pratiquons dans ce pays est un islam modéré, un islam de paix et de tolérance. Et j'ai invité nos chefs religieux, nos érudits à partager cette philosophie qui correspond à notre compréhension de l'islam afin que cette religion du juste milieu, cette religion de paix et de tolérance ne soit pas utilisée justement par des personnes assoiffées de pouvoir. Plus de 1500 personnes, selon les organisateurs, ont participé à cette rencontre de 2 jours à Dakar, au Sénégal. Et selon le président nigérien Muhammadu Buhari, dont le pays subit des attaques terroristes du groupe djihadiste Boko Haram depuis 2009, la triptyque sécurité, développement et démocratie est indissociable pour un monde de paix. Lorsque pour une raison ou une autre, l'on tue des enfants dans leurs écoles, tuer des innocents en criant Allahu Akbar, c'est une contradiction. Aucune religion ne permet cela. Vous ne pouvez pas tuer et crier Allahu Akbar. C'est en cela que nous nous sommes engagés à éradiquer cette menace. Et les Nigériens ont vite compris l'enjeu. Devenu un rendez-vous incontournable, ce 3e forum de Dakar s'achève selon les organisateurs sur une note d'espoir mais aussi d'engagement, parmi lesquels la nécessité de lutter contre le flux financier illicite, contrôler l'Internet qui, selon les spécialistes, est un terreau fertile de recrutement pour les groupes terroristes. Cette rencontre internationale de haut niveau a connu la présence de 3 chefs d'État dont le Nigérien Muhammadu Buhari, le Cap-Verdien José Carlos Fonseca, Macky Sall du Sénégal, mais aussi de nombreux chefs de gouvernement. Jean-Paul Oro, la radicalisation a vraiment été au centre de ce forum. Ça signifie quoi? Qu'on a pris conscience que finalement ce n'était pas la lutte contre le terrorisme, ne passait pas uniquement par les moyens militaires et financiers, mais aussi par une prévention, un travail en amont? Justement, ce forum certainement a été une réussite, on pourrait le dire, parce qu'aujourd'hui, les participants à ce forum sont allés véritablement voir plus loin au niveau des racines de cette question de la radicalisation, de l'extrémisme religieux en Afrique. Mais en même temps qu'ils ont trouvé certainement les sources au sein de l'éducation et de la mentalité, aussi au niveau des financements, aussi ils ont essayé de trouver aussi ces sources. Je me rappelle le président mauritanien qui a dit clairement
que le paiement des rançons au niveau des prises d'otages en Afrique a véritablement contribué à constituer une source de richesse pour ces djihadistes qui étaient au départ des bandits qui faisaient des prises d'otages et gagnaient de l'argent. Aujourd'hui, c'est cet argent-là qui permet, une partie de cet argent qui permet de financer une partie des actions terroristes et djihadistes dans cette région de l'Afrique. Je pense que ce forum a été véritablement une réussite. J'espère qu'ils en tireront les bonnes leçons et puis ça permettra certainement à l'Afrique de trouver les vrais moyens, de trouver les bonnes solutions aussi pour résoudre la question du djihadisme et du terrorisme sur notre continent. Jean-Marie, la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte idéologique, pas seulement militaire. C'est une lutte idéologique aussi, tout simplement. Pourquoi? Parce que les moyens militaires, si vous voulez, de mon point de vue, sont des moyens qui sont ponctuels et conjoncturels. Structurellement, il faut repenser la société africaine, notre société africaine dans laquelle vous avez l'analphabétisation, l'ignorance, toutes ces choses-là qui contribuent, qui font en sorte que les jeunes en Afrique aujourd'hui sont des proies faciles par rapport, si vous voulez, aux mouvements armés qui, ces mouvements-là, ont d'autres desseins par rapport, si vous voulez, aux jeunes de nos populations. Ici, là, on a parlé, c'est une réussite, si vous voulez, en termes de tout ce qui peut se dire, comme moi je l'ai dit souvent sur ce plateau, sur ces forums-là. Moi, ce que j'attends, c'est l'opérationnalité des mesures qui ont été mises en place. Tout simplement, pourquoi? Parce que dès l'instant que vous avez nos populations qui sont dans une, comment dirais-je, une nécessité périlleuse par rapport à ça. Quand vous avez des jeunes chez nous en Afrique, qui font des études. On leur dit, si vous voulez, ce que la France a appelé à un certain moment l'ascenseur social. L'ascenseur social supposait que vous allez à l'école, vous faisiez des études, et ces études-là vous permettaient de trouver un emploi. Maintenant, nous sommes dans un autre monde. Chez nous, en Afrique, nous sommes des pays jeunes. Et il convient maintenant, si vous voulez, de mettre les jeunes en priorité pour éviter la radicalisation dont vous parlez tout à l'heure, Fanny. Il faut d'abord l'éducation à la base. Et une fois, ça ne s'arrête pas à l'éducation. Maintenant, il faut mettre en place tous les moyens, toutes les stratégies d'emploi nécessaires pour pouvoir occuper la jeunesse. Parce qu'en dehors de ça, ces jeunes-là, arrivés à un certain âge, deviendront automatiquement, si vous voulez, des terroristes, tout simplement. Pourquoi? Parce que, du moins, ceux qui n'ont pas une éducation et qui ne peuvent pas résister à ces sirènes-là, parce que vous savez, il y a un proverbe qui dit en français, un ventre affamé n'a point d'oreille, tout simplement. Donc quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui propose un peu d'argent à ces jeunes-là, ils rentrent là-dedans. Donc, ce qui a été fait là, c'est bien, mais il faudrait encore aller en amont, l'éducation, et veiller en sorte que le marché de l'emploi soit un espace dans lequel les jeunes puissent s'exprimer dans leur vie pour pouvoir grandir et permettre à nos populations de pouvoir émerger. Et Amouli Reti, avocat, nous a rejoint. Bienvenue. Merci. Amouli Reti, il faut une réponse doctrinale au discours extrémiste. Moi, je pense qu'il y a d'abord un problème de sémantique. Parce que, bon, on peut effectivement considérer qu'il y a guerre, qu'il y a terrorisme, qu'il y a rébellion, qu'il y a je ne sais quoi. Nous sommes vraiment dans une situation de complication. Tout à l'heure, il a bien parlé des prises d'otages. Mais bon, on va constater effectivement que la prise d'otages, c'est tout à fait autre chose qu'une guerre, qu'un terrorisme, mais que la prise d'otages, éventuellement, puise son terreau de l'argent, éventuellement, qu'ils peuvent recevoir. Or, qui sont pris en otage en Afrique? Bon, c'est généralement les Occidentaux qui sont beaucoup plus rentables, et puis quelquefois effectivement bon, on se rabat sur les cas extrêmes de ces jeunes filles qui avaient été prises, d'ailleurs pour lesquelles il n'y a pas eu vraiment beaucoup de rançons versées parce que bon, naturellement elles ne sont pas productrices. Mais non, une deuxième question, c'est de savoir effectivement quand on parle de radicalisation. Bon, je me dis tout simplement, il faut faire attention. Une radicalisation peut en cacher une autre et peut en chasser une autre. Bon, aujourd'hui, on parle de radicalisme, de la radicalisation islamiste, mais est-ce qu'on est en train de voir la radicalisation évangélique qui ravage l'Afrique actuellement avec les églises de réveil? Bon, moi, je considère, quand on me demande de définir paix et sécurité, je dis la paix, pour moi, c'est lorsqu'effectivement un État est à l'abri de conflits avec le voisin ou alors à l'abri des conflits internes. Ici, ce n'est pas forcément l'objet. Mais maintenant, la sécurité, moi j'imagine effectivement qu'il s'agit de manière tout à fait simpliste de tranquillité chez moi et pour moi et mes biens. Bon, c'est-à-dire que je peux dormir tranquillement chez moi, être sûr qu'on ne brise pas ma porte et qu'on vienne me tuer ou alors qu'on ne prenne pas mes affaires. Or, dans le cas d'espèce, on considère effectivement que les églises de réveil, on ne fait pas encore très attention, mais ça commence déjà à créer cette insécurité au niveau des ménages que beaucoup de gens ne voient pas.
Merci. Dans l'actualité également, c'est la première fois qu'un ancien enfant soldat est jugé devant la Cour pénale internationale. Le procès de Dominique Ongwen s'est ouvert ce mardi 6 décembre devant la juridiction internationale. Cet ancien commandant de l'armée de résistance du Seigneur est accusé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis entre 2002 et 2005 dans le nord de l'Ouganda. Gladys Mamba. L'Ougandais Dominique Ongwen plaide non coupable. Le procès inédit du premier enfant soldat s'est ouvert ce mardi 6 décembre 2016 devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. À 41 ans, Dominique Ongwen est l'un des chefs de l'armée de résistance du Seigneur. Arrêté en janvier 2016, il doit répondre de 70 chefs d'accusation des crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis dans le nord de l'Ouganda entre 2002 et 2005. Au nom de Dieu, je nie toutes les accusations liées à la guerre dans le nord de l'Ouganda. Joseph Kony, fondateur de la LRA en 1987, est toujours en liberté en Ouganda. Contrairement aux quelques 9000 personnes ayant fui les rangs de la LRA, Dominique Ongwen a choisi de rester. Il aura enrôlé des combattants, notamment des enfants de 6 ans. Selon l'ONU, plus de 100 000 personnes auraient été victimes de violences de la LRA et plus de 60 000 enfants auraient été enlevés par la même milice entre 2002 et 2005. Et là, c'est vraiment un cas jurisprudentiel qui sera posé devant la CPI qui va juger un enfant soldat qui a été recruté quand il partait à l'école à 10 ans, mais qui a été quand même commandant. Il faudra voir aujourd'hui l'accusé de plus de 70 chefs d'accusation. Donc, c'est une élément de défense, mais qui n'enlève pas effectivement les crimes qui sont nombreux, qu'il a commis en tant que commandant d'une brigade, commandant d'évaluation, donc de responsabilité individuelle. Ça pourrait être pris en considération. On ne sait pas de quel degré. Dominique Ongwen doit également répondre d'accusations de mariage et de grossesse forcée. Les déclarations des représentants des 4109 victimes participant à l'affaire doivent se tenir ce mercredi 7 décembre. La suite du procès reprendra ensuite le 16 janvier 2017. Amouliriti, c'est une première que la Cour pénale internationale juge un ex-enfant soldat. C'est une affaire qui risque de faire jurisprudence. Je crois que s'agissant d'enfants soldats, il y a quand même plusieurs jurisprudences. Il y a des enfants soldats qui sont devenus chefs de l'État. Ça, il faut vraiment savoir. Il y a des enfants soldats qui sont devenus des généraux, qui traitent avec les Nations Unies, qui mangent et qui boivent avec eux. Donc, il y a vraiment à boire et à manger dans cette histoire d'enfants soldats. Mais maintenant, sur la question de responsable, je vois d'abord qu'il est très bien défendu. Je connais mon confrère Takou. Ouais. Son équipe est quand même une équipe assez structurée qui pourrait éventuellement poser tous les problèmes. Mais la vraie question ici, c'est de savoir était-il responsable pénalement de ces actes alors qu'il était enfant? Est-ce qu'un enfant brutalisé, transformé en tueur, est-ce qu'il est responsable de ces actes? Il est à ce moment-là considéré comme un instrument et je pense, à mon avis, que ça va être ça la ligne de plaidoirie de son équipe de défense. Bon, il a été l'instrument aux mains d'adultes, mais aussi au nom du système qui a soutenu éventuellement cette rébellion. Mais maintenant, sur le fond, il faut aussi voir du côté des victimes. Les victimes ont besoin effectivement de regarder en face leur bourreau, de pouvoir l'interroger, de pouvoir éventuellement l'indiquer, le pointer du doigt. C'est une partie de thérapie nécessaire. Maintenant, les juges décideront éventuellement sur tel ou tel autre crime il est responsable ou il était irresponsable, ou tel autre crime il peut éventuellement être considéré comme irresponsable. Mais je pense effectivement qu'à l'issue du procès qui forcément durera plus de 4 ans, on en saura beaucoup plus. Jean-Marie, très rapidement, victime ou bourreau, c'est une question qui va être difficile à trancher. On soulève à nouveau là, Fanny, la problématique dont on a parlé sur le premier sujet. Ici, là, nous avons en face de quoi? Nous avons l'éducation d'un côté et de l'autre côté, la radicalisation dont Maître a bien souligné là tout à l'heure. Vous avez ces deux problèmes-là qui sont conjugués. D'un côté, vous avez les jeunes qui sont pris dans la violence systémique qui existe dans un environnement précis. Dans cet environnement précis-là, quelles sont les capacités de ces jeunes-là de pouvoir résister à ce qui leur est proposé? C'est la raison pour laquelle tout à l'heure j'ai insisté sur le fait que dès l'instant que vous avez des individus, c'est-à-dire qui ont besoin de manger, cette radicalisation-là, il faut aller l'éradiquer, c'est-à-dire à sa source. À savoir, on commence par l'éducation et dans un second temps,
Je suis content que Maître ait souligné un problème là tout à l'heure. Il a bien fait le distinguo entre le radicalisme islamiste et évangélique qui guette, si vous voulez, pas mal de nos États en Afrique. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Vous avez des tas et des tas de ménages qui sont déstabilisés dans nos États africains aujourd'hui, particulièrement. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on est en train de revivre en Afrique ce que l'Occident a vécu avec les sectes Moon, tout ce qui s'ensuit dans les années 70 aux États-Unis et tout ce qui s'ensuit, et toute la ribambelle que nous avons connue. Mais l'État laisse fleurir, si vous voulez, ces espèces de sectes-là, de mon point de vue, qui contribuent pratiquement à déstabiliser le tissu social africain. C'est-à-dire ces églises-là, quand vous y allez, vous avez des gens qui sont capables, c'est-à-dire d'inscrire leurs enfants à l'école. Ce qu'ils ont comme argent, qu'est-ce qui se passe? Cet argent-là passe par les églises réveillées. Et ça, il faudrait que nous veillions à ça. Et tout ça, c'est ce que moi j'appelle soit la chaîne, soit la filière de l'éducation des jeunes Africains pour leur éviter, c'est-à-dire tous ces dangers-là qui les guettent. Merci. Nous avons marqué une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.